Eh ben, bonjour à tous, bienvenue à notre événement dîner-causerie en compagnie des entreprises Soluflex et V3. Donc on est vraiment très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui pour cette présentation. Donc écoutez, on va commencer tout de suite avec la première présentation. Ça va être finalement 2 présentations de 20 minutes. Donc c'est Louis-Philippe qui va commencer, puis on pourra prendre les questions. Donc n'hésitez pas à noter les questions pendant la présentation. Dès que Louis-Philippe terminera, on pourra prendre vos questions, soit dans le chat, soit vous pourrez ouvrir vos micros, c'est vraiment comme vous préférez. Et puis ensuite, c'est Étienne qui prendra la parole pour faire la même chose, une présentation de 20 minutes, et puis on prendra vos questions. Donc écoutez, si vous êtes prêts, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, à nous parler dans le chat. Sinon, écoute, Louis-Philippe, je te cède tout de suite la parole. Bien, merci beaucoup, Marie, pour la superbe présentation. Puis, Étienne, très content de faire ça avec toi aujourd'hui. Rapidement, je travaille chez V3 Sten comme gestionnaire de compte. Donc, aujourd'hui, on pensait pertinent de faire une petite présentation uniquement sur les bases de LinkedIn. Donc, vraiment, quelles sont les bonnes pratiques, puis qu'est-ce qu'il faut savoir pour vraiment maximiser son utilisation de la plateforme. Donc, on peut lancer la présentation. Donc, comme je vous disais, on va présenter les bonnes pratiques aujourd'hui, donc autant sur tout ce qui est créer son image de marque sur la plateforme, que ce soit sur son profil, que ce soit dans ses interactions, également à cibler les bonnes personnes et entrer en contact avec elles. Donc, on va commencer par vous présenter les opportunités du social selling, qui est en fait un concept très intéressant, puis qui est crucial dans le monde de LinkedIn. Donc, le fait de faire de la vente à l'aide des réseaux sociaux et également dans un contexte de ressources humaines où est-ce que c'est une opportunité très intéressante d'aller faire de la recherche de candidats pour des besoins de recrutement. Évidemment, il faut savoir que les habitudes de vie ont changé pour ce qui est des individus. Donc, que ce soit notre téléphone, qu'on n'utilise plus de la même façon, que ce n'est plus vraiment pour appeler en tant que tel, l'information qu'on va aller chercher est beaucoup plus accessible qu'avant avec tous les sites de commentaires et ce genre de choses-là. Le courriel, malheureusement, perd énormément de vitesse. Donc, je suis sûr qu'il n'est pas rare dans votre cas, beaucoup que les courriels vont tomber dans les boîtes de courriel et ce genre de choses-là. Donc, malheureusement, ça ne va pas atteindre la personne comme on aurait aimé le faire dans le passé. Et la publicité, bien, comme vous le savez, un adulte est convoité par plus de 5000 spots publicitaires par jour. Donc, il faut vraiment faire en sorte que notre message soit percutant et qu'on l'utilise de la bonne façon. Je voulais vous présenter également quelques statistiques sur le social selling pour que vous compreniez l'étendue de l'opportunité de faire affaire à cette nouvelle façon d'approcher des candidats ou des prospects pour faire de la vente. Donc, premièrement, on peut voir comme quoi il est beaucoup plus facile d'établir et d'avoir un meeting avec quelqu'un avec qui on a déjà une relation, donc ce qu'on appelle un warm lead, que ce soit encore une fois pour du recrutement ou de la vente, que quelqu'un sans relation, donc 100% à froid. Puis le social selling nous permet justement de bâtir cette relation avant de passer à un niveau qui est un meeting en personne. Sinon, sur le nombre de rencontres par semaine, on voit comme quoi dans le social selling à 7,8 meetings par semaine si on l'utilise de la bonne façon versus 4,3 avec des méthodes plus traditionnelles. On a beaucoup plus de succès en faisant appel à cette nouvelle approche. Également, dans les probabilités de rencontre avec la personne décisionnelle, le social selling nous donne beaucoup plus de chances. Avec 32%, on est capable de cibler la bonne personne, puis pas devoir passer par la porte d'entrée de la personne qui commence simplement son emploi, puis ensuite monter les échelons dans la hiérarchie, puis parler finalement avec la bonne personne. On est capable de tout de suite cibler la personne avec qui on veut, la personne qui peut prendre une décision au bout du compte. Puis finalement, ça vraiment axé sur LinkedIn en tant que tel, il a été démontré que dans les pourcentages des représentants qui atteignent leurs objectifs, que ce soit pour des chasseurs de tête ou encore une fois pour des besoins pour de la vente, des gens qui ont entre 1000 et 5000 relations sur LinkedIn ont beaucoup plus tendance à atteindre leurs objectifs. Donc, on peut voir comment l'utilisation qu'on fait de LinkedIn et le réseau qu'on réussit à bâtir un impact réel sur les objectifs quotidiens dans notre travail puis dans notre vie professionnelle.
Petit récapitulatif de qu'est-ce que LinkedIn en tant que tel. Donc, il faut comprendre qu'au-delà d'être un réseau social à la Facebook, à la Instagram, c'est un outil marketing et RH qui est incroyable, puis qui est gratuit et qui est encore très sous-utilisé. Donc, il y a vraiment une opportunité à saisir à ce niveau-là. Puis, comme vous le savez, comme tout réseau social, on peut y exposer des idées, des sujets, converser avec des personnes, publier de l'information pertinente, trouver des clients et des candidats, comme je vous le disais préalablement. Puis également, la connexion qu'on peut faire sur le réseau, c'est pas justement un peu à la Facebook où est-ce que lorsqu'on a une personne dans notre réseau, bien, on la connaît directement. Dans ce cas-ci, ça peut être quelqu'un qui est complètement à l'autre partie de la planète, mais qui reste quelqu'un d'intéressant avec nous pour contacter. Donc, ça reste super intéressant d'établir ce genre de relation-là. Puis sinon, c'est également intéressant de savoir qu'il y a 800 millions d'utilisateurs sur la planète qui utilisent la plateforme. Donc, toutes les personnes qui, pratiquement, dans le monde des affaires, en connaissent bien l'étendue de la plateforme. Maintenant, pour ce qui est de l'image de marque, c'est important de savoir que autant en personne que dans le numérique, il faut avoir une image de marque personnelle qui va se démarquer puis qui va vraiment faire transparaître nos valeurs et la personne qui on est, parce que c'est comme ça qu'on va être capable de grandir son réseau et finalement d'atteindre les bonnes personnes. Donc, que ce soit sur votre profil LinkedIn, que ce soit dans vos interactions, dans vos publications, ce genre de choses-là, c'est important de tout le temps avoir un message qui est constant et qui est vraiment qui a un axe avec le message qu'on essaie de véhiculer auprès de ces personnes-là. Donc, les avantages de soigner son image de marque, comme vous le savez sûrement, bien, on se rappelle plus facilement de vous, évidemment. On va chercher à en savoir plus sur qui vous êtes en tant qu'entreprise également et votre rôle au sein de cette entreprise-là, quels sont vos services. Puis, on va vous demander, évidemment, plus de demandes de connexion. Puis, l'engagement avec votre contenu va avoir une plus grande portée. Donc, il ne s'agit pas de faire semblant qu'on parle d'image de marque, mais c'est vraiment d'avoir des actions qui percutent avec ce qu'on essaie d'établir comme image. Finalement, quelques petits conseils sur LinkedIn que je peux vous donner sont assez simples, mais dans les faits, lorsqu'on ne les a pas tous ensemble, on va remarquer qu'il y a peut-être une petite lacune qu'on va pouvoir aller répondre si on avait bien répondu à ces 5 points-là. Donc, premièrement, avoir une bonne photo de profil avec une lumière qui est suffisante, une photo assez professionnelle, pas obligé d'avoir la cravate et tout ça, mais simplement avoir une bonne image, bien se présenter. Une bannière aussi qui est intéressante. Sur LinkedIn, quelqu'un qui n'a pas de bannière a beaucoup moins de chances d'atteindre sa cible de la bonne façon et également avoir une meilleure portée. Également, commenter les publications des autres avec respect et politesse, ça va de soi. Accorder de l'importance aux publications qu'en fait les autres. Ils ont fait l'effort de le faire, pourquoi pas les récompenser en leur mettant un petit like, un petit commentaire, puis si on le veut également, leur envoyer un petit message personnalisé dans leur boîte de messages. Ça peut toujours être intéressant. Puis sinon, le dernier point, c'est simplement de compléter toutes ces sections sur son profil LinkedIn. Maintenant, pour ce qui est de l'optimiser en tant que tel, son profil LinkedIn, comment est-ce que ça fonctionne? Ce qui est important, c'est vraiment le résumé en tant que tel. Donc, si vous allez sur votre profil, vous allez avoir la section résumé ou si vous êtes en anglais, ça va être le « About ». Puis cette partie-là, c'est là qu'on peut vraiment donner de l'information sur qui on est en tant qu'individu, pourquoi est-ce qu'on travaille dans l'entreprise qu'on est aujourd'hui, puis si on veut mettre des coordonnées personnelles pour faciliter la mise en contact, on peut le faire également. Donc, les 3 premières lignes de ce résumé sont vraiment clés parce que c'est les 3 seules qu'on va voir lorsqu'on va tomber sur votre profil LinkedIn. Et par la suite, si on veut en voir plus, il va falloir cliquer sur les 3 petits points. Donc, il faut être assez punché, utiliser ces cours marketing qu'on a eu à l'université pour comprendre notre approche puis à trouver vraiment une accroche qui va capter l'œil. Puis sinon, en gros, donc c'est vraiment avoir un appel à l'action, comme je vous disais, avec les coordonnées, répondre aux besoins de sa cible en tant que telle. Donc, tout au long de la présentation, je vous parle de conseils, mais ça s'applique autant dans le recrutement que dans la vente en tant que telle. Sinon, les points qui sont importants, c'est de parler à la première personne. Donc, on est la personne qui parle de soi-même. Donc, souvent, on va voir des gens sur LinkedIn dans leur section qui vont parler
à la deuxième personne du pluriel, donc on ne comprend pas trop, c'est assez impersonnel. Dans ce cas-ci, avec un « je », on peut vraiment sentir la voix de la personne, puis c'est ça qui donne un peu plus de valeur, puis ça nous permet de faire ce qu'on appelle en bon marketing du storytelling, donc raconter son histoire à travers son profil. Et sinon, être simple, vraiment être direct, puis ne pas passer par 4 chemins, c'est ça qui fonctionne le mieux dans son axe communicationnel. Également aussi, sur son profil, c'est important de parler de ses expériences. Donc, c'est quel est notre parcours, qu'est-ce qui nous a amené à travailler, où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis également parler de qu'est-ce qu'on a fait en tant que tel. Autant que le profil LinkedIn peut être vu comme un outil de prospection pour aller chercher des bonnes personnes, autant qu'il faut le voir comme un peu un CV virtuel dans un sens où est-ce qu'on va pouvoir vraiment suivre le chemin qu'une personne a fait à travers les années dans son parcours professionnel. Donc, c'est important de prendre le temps de mettre ces expériences-là à jour et de finalement maximiser nos chances si jamais on cherche un autre emploi ou on cherche à aller trouver des candidats. Ça va être plus facile également de cette façon-là. On va passer à la prochaine slide ici. Pour ce qui est de trouver le bon candidat ou la prochaine vente qu'on veut établir pour notre entreprise, l'important, c'est vraiment de cibler, d'avoir la bonne cible, donc de connecter avec des gens avec qui notre intention principale est vraiment d'établir une relation avec eux. Également, ça va être important d'établir la zone géographique avec qui on veut établir des nouvelles connexions. Donc, si on est dans la vente, est-ce que moi, je suis plus représentant au Québec, donc je cherche vraiment à segmenter cette partie-là, ou est-ce qu'on est en train d'aller un peu plus à l'international, donc je développe des connexions dans ces milieux-là. Il y a plusieurs filtres qu'on peut utiliser sur LinkedIn qui nous permettent d'atteindre nos objectifs à ce niveau-là. Et sinon, de lire les indices sur le profil LinkedIn d'une personne et de les rejoindre avec les meilleurs moyens possibles que je vais vous présenter un peu plus loin. Je vous parlais d'indices en tant que tels. C'est assez facile sur LinkedIn pour les identifier. Premièrement, on voit une photo qui est de qualité, donc il n'y a pas de dauphin en tant que tel, il n'y a pas de personne sur la plage avec son petit cocktail, c'est quelqu'un qui se présente bien. Il y a une bannière également qui est efficace, comme je vous parlais plus tôt. Également, on peut voir est-ce que l'utilisateur est premium ou non. Dans ce cas-ci, avec l'image que je vous ai présentée, la personne ne l'était pas. Donc, normalement, on verrait un petit logo LinkedIn en or, ce qui nous permet de comprendre qu'elle donne plus d'importance à la plateforme. Donc, les chances qu'on la rejoigne sur LinkedIn sont un peu plus élevées. Elle a un titre qui est recherché, donc ce n'est pas le classique gestionnaire marketing ou quoi que ce soit. Elle est vraiment été 100% dans la créativité, puis je pense que c'est ce qui va faire en sorte qu'elle va se démarquer. Puis comme on peut voir ici, j'ai plusieurs relations en commun avec elle, donc ça va pouvoir me donner un point de contact qui est intéressant, qui est vraiment plus personnalisé. « Hey, je vois que tu es connecté avec telle personne comme moi, ça serait intéressant qu'on discute, savoir qu'est-ce qui nous a mis en relation. » On peut utiliser ce genre d'approche-là pour commencer une conversation. Sinon, pourquoi développer son réseau? Je vous en ai laissé entendre un peu dans les dernières slides, mais c'est vraiment pour élargir son audience pour lorsqu'on va commencer à faire de la publication puis de la création de contenu. Également, pour atteindre des gens qui sont à l'extérieur de notre réseau, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'une personne, par exemple, lorsque je vais publier du contenu et que quelqu'un va aimer mon commentaire, bien, c'est toutes les personnes du réseau de cette personne-là qui va avoir également accès à la visibilité de ma publication. Donc, il va voir que leur connexion a aimé mon commentaire. Donc, l'effet de multiplication est assez grand à ce niveau-là. Sinon, évidemment, pour tout ce qui est veille technologique, veille concurrentielle, c'est un outil qui est super intéressant. Puis, rester top of mind, également, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, agrémenter son fil de nouvelles au quotidien, puis également commenter avec les publications des autres, c'est ce qui va faire en sorte que peut-être que je n'arrive pas à faire ma vente auprès de tel prospect aujourd'hui, mais si je continue à être dans son fil d'actualité, peut-être que dans 6 mois, il va se dire hey, « c'est vrai, j'avais été approché par lui, je le vois souvent publier, pourquoi pas re-rentrer en contact avec lui? » Pour ce qui est de développer ces nouvelles relations, donc un peu comment faire en tant que tel, bien, l'important, c'est de réussir à passer son message à travers tout le bruit, que ce soit sur LinkedIn ou dans les autres médias plus traditionnels. Donc, la façon qu'on s'y prend assez directe
Donc, ça va être vraiment de ne pas pitcher son offre de service dans le premier message qu'on va envoyer à quelqu'un, puis également de faire nos devoirs préalablement et de regarder qu'est-ce qui pourrait être un point d'attaque intéressant pour connecter avec une personne. Puis finalement, prendre le temps pour chacun. Ce n'est pas avec 200 appels. On n'a pas besoin de faire 200 appels pour atteindre la bonne personne. Pour avoir une bonne vente ou trouver un bon candidat, c'est vraiment par le temps qu'on va mettre pour chaque personne, puis vraiment trouver son approche personnalisable. Pour ce qui est de rythmer les échanges, dans ce cas-ci, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que un peu quelles sont les étapes quand j'ai trouvé c'est qui la bonne personne versus jusqu'à temps que je peux avoir un meeting avec elle. Donc, j'ai un peu décortiqué en 4 étapes. La première étant vraiment, je vais sur le profil de la personne, que ce soit le candidat ou que ce soit un prospect. Je vais lire un peu ce qu'il a mis à travers son profil. J'essaie de trouver une accroche. C'est vraiment ça mon objectif. Par la suite, je personnalise mon message de connexion. Pour ceux qui ne le savaient pas, lorsque vous invitez quelqu'un sur LinkedIn, vous avez également la chance d'ajouter une note. Puis dans cette note-là, c'est là qu'on peut expliquer pourquoi est-ce que vous avez pensé pertinent d'ajouter cette personne-là. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être sur un point en commun que vous avez avec elle, sur quelque chose que vous avez lu sur son profil qui vous a accroché l'œil, ce genre de choses-là. Par la suite, si jamais la personne a accepté votre demande, mais n'a pas répondu à votre petite note, pourquoi pas lui faire une relance dans 2 jours pour lui souhaiter la bienvenue dans votre réseau. Donc, hey, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans mon réseau. Je tenais à t'en dire un peu plus sur pourquoi j'avais pensé pertinent de t'inviter à connecter. Puis là, on a la chance de donner un peu plus d'informations en tant que telle. Et finalement, lorsque la conversation est entamée, c'est sûr que ça devient intéressant d'amener cette conversation uniquement du numérique au physique, dans ce cas-ci, en temps de pandémie, plus en visioconférence ou en e-café pour ceux qui préfèrent. Mais lorsqu'on peut ravoir cette chaleur humaine-là, ça vient prendre toute son importance. Pour la publication en tant que telle, je sais que vous allez me dire que publier, ça prend énormément de temps, de motivation, de détermination. Mais c'est super important. Puis, lorsqu'on trouve vraiment sa plume et son accroche, ensuite, ça devient vraiment beaucoup plus facile, croyez-moi. Je suis passé par là également. Donc, l'algorithme LinkedIn pour les nuls, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn va donner de l'attention où est-ce que vous en donnez. Donc, si, par exemple, vous allez engager avec la publication d'une personne, bien, vous dites à l'algorithme, « Moi, j'aime ce que cette publication-là j'aime ce que cette personne-là publie, donc je veux le voir plus souvent dans mon fil d'actualité. » Donc, c'est ce qui va faire en sorte que si vous engagez avec plusieurs personnes différentes, bien, vous augmentez la portée organique de la plateforme. Donc, organique étant toutes les actions que vous portez qui ne sont pas rattachées à rien que ce soit monétaire en tant que tel, et versus tout ce qui est sponsorisé, que vous allez donner un petit cachet à LinkedIn pour qu'il vous donne de la visibilité sur la plateforme. Et sinon, c'est bien de rejoindre, comme je vous disais, d'avoir un réseau qui est le plus large possible, avec qui vous allez suivre les actualités de ces personnes-là et de filtrer les personnes, parce que c'est bien beau d'avoir un réseau de 10 000 personnes. Si dans mon réseau, j'ai seulement 1 000 personnes qui sont intéressantes, bien, c'est 9 000 personnes que finalement, au bout du compte, ça ne va rien me rapporter de les avoir. Donc, c'est important de également filtrer ces personnes-là. Pour ce qui est de la portée de la publication, comme je vous disais, c'est intéressant d'ajouter tout ce qui est tag, emoji, hashtag, ce genre de choses-là pour augmenter la portée. Donc, on va aller chercher des gens qui se sont abonnés, par exemple, à un hashtag sur LinkedIn. Donc, ça nous permet d'augmenter la portée. Que ce soit des vidéos originales diffusées sur LinkedIn augmente également votre portée. Puis les visuels permettent d'attirer l'attention de votre audience. Donc, par curiosité, si vous vous le demandiez, en termes de visuels ou de médias qui a le plus d'impact sur LinkedIn, en ce moment, le vidéo a beaucoup d'impact. Tout ce qui est des documents PDF ou des carousels, comme on appelle, donc des slides que tu peux rouler, ça a beaucoup d'impact, donc ça augmente votre portée. Puis tout ce qui est des liens qui vont rediriger vers un autre site web, LinkedIn va donner un peu moins de portée parce que ça fait sortir le lecteur de sa plateforme à LinkedIn. Et l'image qui est normalement typiquement un peu moins de portée également, simplement parce que c'est rare qu'on peut être aussi punché avec une image que dans un petit vidéo de 1 minute.
Ici, je voulais simplement vous donner peut-être 3 statistiques qui sont assez révélatrices. Donc, il faut savoir que 94 % des utilisateurs ne publient jamais rien sur la plateforme LinkedIn. Donc, simplement publier une fois par mois, vous allez déjà vous démarquer. Donc, c'est déjà un bon début. 82 % des influenceurs sur LinkedIn, donc on peut les trouver dans le 6 % manquant de la première statistique, publient 5 fois par semaine et plus. C'est sûr que pour commencer, c'est à 5 publications par semaine, c'est un gros chiffre. Peut-être commencer par 1 ou 2, puis ensuite vraiment trouver son beat, trouver les personnes qui nous suivent, puis interagir avec elles également pour les inviter par la suite à pourquoi pas commenter et donner un engagement sur nos publications. Puis uniquement 5 % des partages atteindront réellement votre public cible. Donc par partage, ce que je veux indiquer, c'est tout ce qui est de repartager des publications, que ce soit de son entreprise ou d'une autre personne. LinkedIn donne vraiment moins de portée à ce genre d'action-là, simplement parce qu'ils considèrent un peu que c'est une action paresseuse. On n'a pas pris le temps nous-mêmes de faire la publication, puis on a simplement profité du fait qu'on a la possibilité de cliquer sur un bouton pour faire comme si on avait publié. Mais malheureusement, si vous faites le test de votre côté, vous allez voir que facilement, on a peut-être 3 à 4 fois moins d'engagement sur les publications qui ont été repartagées. Donc, c'est quoi la clé pour trouver des idées de publication? Les événements simples de votre quotidien font des très bonnes publications. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher trop loin. Puis par événements de son quotidien, évidemment, je ne parle pas de tout ce qu'on mettrait sur Facebook. Donc, si votre chat il s'est enfui aujourd'hui puis que vous avez pensé pertinent de le mettre sur LinkedIn, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées, mais si, par exemple, vous avez donné une petite formation à un groupe de personnes, puis ça a super bien été, vous avez eu du bon feedback, pourquoi pas l'indiquer, puis dire que ça a été une super journée pour vous, ça a été révélateur, puis vous avez développé des nouvelles relations. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait facilement partager sur la plateforme. Sinon, raconter des histoires, je vous ai parlé de storytelling, ça fonctionne toujours bien aussi. Donc, raconter une histoire aux personnes dans son réseau. Demandez à votre réseau LinkedIn aussi par des questions, par des sondages. Maintenant, ça peut avoir beaucoup d'intérêt pour votre public. Donc, ils se sentent impliqués dans la publication que vous avez faite. Vous avez pensé à eux dans un sens. Puis également, les opinions professionnelles peuvent être un sujet intéressant parce que, veut pas, vous êtes expert dans ce que vous faites de votre côté. Donc, pourquoi pas aller donner de l'information ou redonner de l'information aux gens dans votre réseau de façon, si on veut, gratuite. Donc, on offre un peu des insights ou qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien qui peut peut-être les avantager puis les aider, eux, à offrir un meilleur service de leur côté dans leur entreprise. La discipline à adopter sur LinkedIn. Donc, c'est sûr que discipline, on ne parle pas du retour à l'école en tant que tel, mais c'est important de le faire parce que, comme je vous dis, on ne peut pas, attendez-vous pas à ce que votre première publication LinkedIn atteigne déjà un 150 likes avec 40 commentaires. On va commencer, il va y avoir peut-être un like, un commentaire, puis ensuite, tranquillement, c'est là que vous allez bâtir votre audience, puis c'est lorsque votre audience va être créée que là, vous allez voir vraiment un changement complet dans votre portée numérique de votre profil et par la bande, votre entreprise en tant que telle. Donc, faites simplement 5 demandes de connexion avec une petite note personnalisée par jour. C'est quelque chose qui peut vraiment faire une différence. Essayez de commenter 2 publications et d'en liker 2 autres. Puis suivez des hashtags populaires aussi qui peuvent vous intéresser. Ça peut être bien. Parcourez et épurez votre fil de nouvelles. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez 9000 relations, mais qu'il y en a 8000 là-dedans qui ne sont pas pertinentes puis qui publient des choses qui ne vous touchent pas vraiment, vous pouvez simplement vous désabonner à ce que ces personnes-là publient sans nécessairement retirer la connexion. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Également, vous traitez vos demandes de connexion. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas la clé n'est pas ici d'avoir le plus de connexions possible puis d'ajouter n'importe qui, c'est d'avoir des bonnes personnes dans son réseau qui vont représenter l'auditoire avec qui vous voulez véhiculer un message vente comme recrutement. Et traiter toutes vos notifications et vos messages parce qu'on ne veut pas non plus les laisser dormir puis ne jamais revenir à des personnes qui attendaient notre réponse dans le prochain 48 heures, par exemple. Ce qui est maintenant par côté discipline hebdomadaire, donc
faire une recherche ciblée et connecter avec 10 prospects, que ce soit de vente, encore une fois, ou recrutement, toujours avec un petit message. Puis la méthode à 4 étapes que je vous ai parlé plus tôt va vraiment faire une différence dans votre semaine. Publier du contenu 2 à 5 fois par semaine, c'est le chiffre vraiment clé en ce moment, que si vous êtes dans ce nombre de publications, vous allez être capable de devenir vous-même un micro-influenceur de votre industrie puis de votre entreprise. Donc, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de portée sur ce que vous faites et avoir un plus grand succès dans vos activités au quotidien. Puis, par curiosité, je vous ai donné également les meilleurs jours et les meilleures heures pour publier dans une semaine. En ce moment, donc du lundi au vendredi, ce sont pas mal les meilleures journées, le week-end un peu plus tranquille, puis les meilleures heures à 8 heures le matin. Donc, les gens arrivent au bureau, n'ont pas nécessairement commencé leur journée, vont peut-être faire un petit tour sur la plateforme. À midi, pendant la pause lunch, puis finalement, en fin de journée, lorsqu'il y a une petite baisse d'énergie, ils vont peut-être aller voir leurs réseaux sociaux, puis c'est là qu'on peut les accrocher avec une petite publication dans le détour, comme on dit. Finalement, faire visiter 10 profils de gens d'affaires influents, donc pour, comme je vous disais plus tôt, faire la veille technologique, savoir ce qui se passe dans le milieu, puis peut-être également être critique avec ce qu'ils font et se bâtir aussi une opinion sur différents sujets qui vont peut-être être la base de futures publications, on ne le sait pas. Et finalement, visiter des pages corporatives de nos compétiteurs pour savoir qu'est-ce qu'ils font eux de leur côté, comment est-ce que nous, on peut évoluer. Puis, comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de plateformes en ce moment qui nous permettent de regarder ce que font nos concurrents. Donc, pourquoi pas l'utiliser de cette façon-là? Donc, ça fait le tour de ma présentation aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat ou quoi que ce soit. Alors ça va déjà. Merci beaucoup, Louis-Philippe. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup. On va prendre les questions dans le chat où vous pouvez ouvrir votre micro. Mais pour vous réchauffer un petit peu, je vais briser la glace pour vous. J'ai une première question pour toi, Louis-Philippe. Moi, je me demandais, est-ce qu'il vaut mieux publier directement sur son profil personnel, parce que c'est finalement là qu'on a le plus de monde qui nous suivent, ou est-ce qu'il vaut mieux publier sur sa page corporative? Oui, bien, tu l'as vraiment bien expliqué, Marie. En fait, le profil personnel va avoir beaucoup plus de portée que la page d'entreprise en tant que telle. Donc, une page d'entreprise, typiquement, lorsque elle a peut-être de 3 à 5 ans d'expérience, d'années d'existence, en fait, elle va avoir peut-être un maximum entre 500 à 1500 connexions. Par contre, si on prenait toutes les personnes qui sont présentes dans cette entreprise-là et qu'on mettait leur réseau en commun, on aurait beaucoup plus de connexions et de personnes avec qui on peut rejoindre. Puis dans un milieu de B2B, donc LinkedIn est vraiment une plateforme excellente pour faire du business to business, publier de son profil personnel. Et c'est également un gage de création de liens de confiance, liens d'amitié, puis de redonner, comme je vous disais, de la valeur aux gens dans son réseau. Là. Donc, les remercier de nous avoir connectés. Là. Super. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Alors, allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des questions, ou vous pouvez tout simplement l'écrire dans le chat, on peut vous lire. Donc, si vous avez des questions pour Louis-Philippe, c'est maintenant le bon moment. Alors, on en lit une. Donc, pour le marketing et la vente, est-il préférable d'utiliser notre compte personnel LinkedIn ou le compte de l'entreprise LinkedIn? Donc, plus côté marketing et vente. Louis-Philippe. Oui, bien en fait, c'est justement ce côté-là également. Donc, on va penser aussi que c'est sûr que le côté personnel, encore une fois, ça fonctionne beaucoup mieux. On n'est pas vraiment sur LinkedIn, on n'est pas vraiment dans le typique e-commerce où est-ce que les gens vont acheter d'une entreprise. C'est vraiment bâtir cette relation-là pour ensuite l'amener dans un niveau plus d'appel en tant que tel ou de meeting qu'on va être capable d'aller générer. Donc, c'est sûr que du côté personnel, ça a plus d'impact. Puis également, tombez pas non plus dans le panneau que de publier de la vente sur LinkedIn à travers une publication. Ça, c'est sûr que vous allez perdre des abonnés parce que les gens, ils vont sur LinkedIn pas pour se faire vendre des produits lorsqu'ils n'en ont pas demandé. Ils vont là pour apprendre des choses, pour savoir ce qui se passe dans votre entreprise, puis pour entendre des histoires personnelles. Donc, ne pas commencer à faire de la vente plus transactionnelle sur publication ou même dans des messages personnalisés que vous allez pouvoir envoyer à des connexions que vous avez. Là.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas vraiment. Louis-Philippe est là pour y répondre. En même temps, la présentation était vraiment bonne, donc vous avez déjà eu beaucoup d'éléments. On va prendre une petite minute. Si vous voulez écrire les questions, je vais t'en poser une autre en attendant, parce que moi, j'ai plein de questions. Je me demandais finalement, qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur LinkedIn? Est-ce que c'est plutôt le côté vente ou c'est plutôt le côté recrutement? Oui, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn, à la base, a été créé pour aider les gens dans le milieu des ressources humaines à trouver des candidats. Donc, comme je vous ai dit, le profil LinkedIn est souvent vu comme étant un CV virtuel. Donc, le côté recrutement a beaucoup de succès à ce niveau-là. Et le côté vente aussi, intéressant, mais comme vous savez, le côté vente, c'est toujours un peu plus difficile à vendre un produit qu'à approcher un candidat puis lui offrir une job. C'est souvent plus intéressant la deuxième option. Puis également, à titre informatif, nous, chez V3, normalement, notre taux d'acceptation, donc si je vous dis, mettons, j'invite 100 personnes, combien de personnes dans le milieu de la vente va accepter mon invitation? On est typiquement autour d'un 30 donc 30 personnes. Versus dans le recrutement, lorsqu'on invite 100 candidats potentiels, on peut facilement tomber dans le 60 à 70 d'acceptation. Donc, c'est sûr que le volet recrutement a plus de succès sur LinkedIn présentement. Merci Louis-Philippe. On a des questions dans le chat. Merci à vous d'être avec nous. Alors, grande question de la part de Dominique. LinkedIn gratuit ou LinkedIn payant? Oui, ça, c'est une bonne question. LinkedIn, je vous dirais que si vous êtes vraiment un spécialiste de la vente, puis c'est ce que vous faites en tant que tel, Sales Navigator, qui est une extension de LinkedIn que vous pouvez acheter, est vraiment un outil qui est idéal pour faire de la prospection, de la veille et également de la recherche de prospects. Donc, ils mettent à votre disposition un algorithme de recherche où est-ce que vous pouvez utiliser plusieurs critères de segmentation pour justement connaître les bonnes personnes avec qui vous voulez connecter. Donc ça peut être vraiment un outil qui est super, super pertinent. Puis également, du côté recrutement, on a tout ce qui est LinkedIn Recruiter, qui est un outil qui nous permet un peu dans le même concept, mais vraiment plus vers le côté ressources humaines. Mais le côté gratuit aussi nous donne beaucoup de possibilités. Donc, je vous dirais, dépendamment si vous êtes la personne décisionnelle du côté vente en tant que tel, Sales Navigator, c'est un indispensable si vous voulez faire de la prospection. Mais si votre objectif, c'est simplement de grossir votre audience puis de partir à petit niveau, je pense c'est pas nécessaire d'avoir le LinkedIn payant préalablement. C'est pour les gens qui ont plus d'expérience puis qui veulent amener leur utilisation de la plateforme à un prochain niveau. Parfait, merci beaucoup. Tu as réussi à répondre aux autres questions en même temps. Donc, bon. Il y avait plein de questions sur l'abonnement, si par rapport au recrutement ça fonctionne ou les différents types d'abonnements. Je ne sais pas si tu veux compléter rapidement. Sinon, je pense que... Oui, bien, sur les différents types d'abonnements, en fait, il y a vraiment, comme je vous disais, il y a LinkedIn de base qui est non payant. Ensuite, on a LinkedIn Premium qui nous permet de faire une recherche, des recherches plus avancées, mais encore une fois sur la plateforme mère de LinkedIn. Par la suite, on a LinkedIn Sales Navigator, qui est la plateforme de vente en tant que telle, qui va être une autre plateforme complète. Donc, on va avoir accès à un petit logo sur sa page LinkedIn qui nous redirige vers un autre site, qui est vraiment le site de LinkedIn Sales Navigator. Puis, même chose avec LinkedIn Recruiter, qui nous permet de faire tout ce qui est des efforts de ressources humaines. Ça fonctionne super bien. Le seul problème, c'est que ça va identifier les bonnes personnes, mais après, ça va être à nous de rentrer en relation avec ces personnes-là, puis de personnaliser notre approche pour maximiser, puis avoir un retour sur investissement, si on veut, du montant qu'on va avoir payé pour avoir LinkedIn payant. Mais aussi, petit volet que je pourrais rajouter, pour tout ce qui est, si vous avez des questions sur le côté sponsorisé de LinkedIn, donc faire du LinkedIn Ads, on s'appelle donc même chose que du Facebook Ads, on paye LinkedIn pour nous faire de la publicité. Sur LinkedIn, ça fonctionne vraiment moins bien que sur les autres réseaux sociaux, simplement parce que LinkedIn a vraiment décidé que sa plateforme allait être mise de l'avant par tout ce qui est des efforts organiques. Donc, comme je vous disais, le côté organique, donc c'est donner de la valeur aux gens qui utilisent la plateforme pour
qu'eux-mêmes développent leur réseau, utilisent la plateforme de la bonne façon. Donc, tout ce qui est sponsorisé, c'est sûr que LinkedIn ne va pas cracher sur votre argent, mais si vous avez une bonne discipline, une bonne plume, puis une bonne façon de créer du contenu, au bout du compte, ça va être beaucoup plus payant de fonctionner de façon organique. Eh bien, parfait, merci Louis-Philippe, c'est super complet comme présentation. Je pense que tu m'as dit que tu pourrais mettre à disposition la présentation pour les participants. Oui, absolument, ça va me faire plaisir si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à voir le document en tant que tel ou si vous avez des questions plus personnelles, ça va me faire plaisir aussi de discuter avec vous, que ce soit par courriel ou téléphone. Donc, j'imagine, si vous êtes intéressé, on peut mettre mon courriel dans le chat, puis vous allez pouvoir m'envoyer un petit courriel, puis je vais vous envoyer la présentation avec plaisir. Alors oui, on voit qu'il y a de l'intérêt dans le chat, donc merci à nouveau pour cette très belle présentation. Je pense que tout le monde a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci à vous d'avoir participé dans le chat. On prend autant les questions que les commentaires. Chez Au-Studio, on aime bien aussi le partage d'expérience. Donc si vous aussi, vous voulez ajouter des choses que vous avez vécues, vraiment n'hésitez pas à partager avec tout le monde. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller avec la deuxième présentation. Donc, c'est maintenant Étienne de Soluflex qui va prendre la parole tout de suite pour, à nouveau, on part sur un 20 minutes. Et puis après, vous pourrez lui poser toutes les questions. Donc, Étienne, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, Étienne Claessens, fondateur de Soluflex. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du contexte actuel, puis à quel point c'est important de conserver, de développer une belle culture d'entreprise pour retenir, attirer nos candidats, finalement, pour travailler chez nous. Donc, voilà, je vais tout de suite débuter avec ma présentation. Donc, Soluflex, très rapidement, aujourd'hui, compte 5 bureaux au Québec, Laval, Québec, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Sainte-Julie. On a travaillé avec au-dessus de 1000 dirigeants de PME, un petit peu partout dans le Québec. On a une méthodologie aussi qui est testée et qui a été éprouvée pour arriver à ce que je vais vous parler aujourd'hui. Et on est très fiers d'avoir su et qu'on a mis en place finalement le premier réseau de franchise en consultation RH en Amérique. Donc, on en est très fiers. Je vais vous parler également de la raison d'être. Pourquoi j'ai créé cette entreprise-là, finalement? Parce qu'il y a un lien direct avec le sujet de la présentation d'aujourd'hui. C'est que moi, j'ai été élevé personnellement par un entrepreneur. Donc, lui, vous le voyez à l'écran, c'est mon père. Donc, c'est un cowboy, c'est un workaholic, c'est quelqu'un qui a travaillé fort toute sa vie puis qui met des énergies à tous les jours à faire croître son entreprise. Puis, quand j'étais plus jeune, je ne l'ai pas vu beaucoup, mon père, parce que, il a travaillé énormément d'heures à mettre beaucoup d'énergie à faire croître son entreprise. Puis, je sais que ça le dérangeait un petit peu de ne pas nous voir, moi et mes frères. Puis, en fait, je sais que c'est très possible d'avoir une belle entreprise à succès tout en ayant une belle qualité de vie. J'ai également un autre de mes clients qui me parlait dernièrement, puis il me dit « Écoute, j'aurais aimé ça te connaître avant parce que moi, j'ai aussi développé mon entreprise. Aujourd'hui, je suis rendu à 60 employés. J'ai 3 enfants et mon plus jeune, qui a 21 ans aujourd'hui, malheureusement, a une commotion cérébrale sévère. Puis aujourd'hui, c'est sa femme qui doit l'habiller, qui doit le faire manger. Donc, l'objectif de mon speech aujourd'hui, entre autres, c'est de vous faire réaliser que, je ne voudrais pas que ça vous arrive. J'aimerais plutôt que vous ayez mis en place une bonne stratégie RH qui vous permet, comme propriétaire, d'être plus libre de votre entreprise. Donc, finalement, le Big Why, la raison d'être de Soluflex, pourquoi j'ai créé ça, c'est ça. C'est pour vous aider en tant que dirigeant d'entreprise à être plus libre, à avoir une belle qualité de vie, tout en ayant une belle entreprise à succès. Puis je vais encore même plus loin que ça. La mission de ma business, c'est d'aider des petits gars et des petites filles à voir leurs parents plus souvent. Donc, vous voyez que en fait, c'est une mission qui est stimulante, qui est même inspirante là, pour ma gang. Donc, il y a un contexte actuellement où le marché est complètement fou.
Puis, il y a un stress immense, une pression sur les employés et sur les propriétaires d'entreprise, les employeurs. Cette pression-là, comme vous le savez, puis je vous apprends rien, là, mais la COVID a amené toutes sortes de problèmes. Il y a des règles sanitaires supplémentaires, donc porter un masque dans le visage toute la journée, mettre des visières, il y a un stress relié à ça. Le gouvernement nous a stressés aussi avec ça, évidemment. Les délais de livraison sont de plus en plus élevés, de plus en plus longs. Les fournisseurs ou les différents fournisseurs ont de la difficulté à livrer dans les temps. Il y a des absences, tout ça est causé par des absences répétées des employés là, parce que, bon, les enfants ont manqué de l'école, etc., etc. Ensuite, on retrouve, oui, évidemment, une pénurie de matières premières parce que les entreprises qui créent ces matières premières-là ont eu des retards. Donc, il y a une explosion des coûts de production reliés à tout ça. Il y a une pression des clients aussi qui veulent leur matériel à juste prix et qui le veulent dans les temps, ce qui est de plus en plus compliqué pour les entreprises d'y arriver avec le contexte d'aujourd'hui. Et en plus, bien, on ajoute à ça, on rajoute la couche de pénurie de main-d'œuvre. Donc, la pénurie de main-d'œuvre crée une flambée des salaires. Puis, honnêtement, on fait quand même pas mal de recrutement chez nous. Puis, on le voit, là, c'est dans tous les secteurs d'activité. Les salaires ont explosé, puis ça va continuer de monter, là. Puis on se contente souvent, au lieu d'engager comme le meilleur dans nos candidats, on va se contenter du moins pire de la gang parce qu'il n'y a pas grand candidat. C'est aussi plus compliqué d'intégrer nos nouveaux employés parce que la COVID fait en sorte que, justement, les gens travaillent à distance. Donc, je prends par exemple, j'ai quelqu'un chez nous, Alain, qui vient d'arriver, puis Alain, il n'a jamais rencontré tous les employés en personne. Donc, c'est plus compliqué. Les gens aussi veulent moins bouger à cause de ça. Ils savent que s'ils sont intégrés dans une nouvelle entreprise, bien, ça va être assez bizarre comme intégration. On va avoir des masques, donc ça génère, disons, comment dire, un effet que les gens ont moins le goût de bouger. Et il y a l'aspect démographique qu'on rajoute à tout ça, c'est-à-dire que puis les statistiques du gouvernement sont très claires, là, entre 2020 et 2030, il y a plus de gens qui vont sortir du marché de l'emploi que de gens qui vont intégrer le marché de l'emploi. Ça veut dire que pendant 10 ans, on va continuer de creuser cette pénurie de main-d'œuvre-là et dans 20 ans, on va se retrouver à peu près au même niveau qu'on est en ce moment. Donc, c'est une génération complète. C'est à ce moment-ci, l'importance immense à ce moment-ci de vous organiser et de changer finalement vos façons de faire parce qu'évidemment, il y a un impact immense. Donc, le télétravail également vient compliquer les choses. Les employés sentent dans plusieurs entreprises qu'il y a une perte de sentiment d'appartenance. Tout le monde est chez eux. Il y a un enjeu de productivité pour certaines personnes. Il y a un enjeu de communication aussi, parce que, bon, évidemment, tout le monde est à distance. Donc, on fait des rencontres plus courtes, plus right to the point. Ça a ses avantages parce qu'il y a un gain de temps, mais ça a un inconvénient à long terme parce que les gens, justement, sentent qu'il y a une perte de communication, une perte de contact avec les collègues. Puis, évidemment, bien, il y a un enjeu de santé psychologique chez beaucoup de personnes. Santé psychologique, c'est jamais juste le travail. C'est souvent une combinaison de ce qui se passe à la maison, ce qui se passe au travail. Donc, c'est tout ça mis ensemble, là. C'est comme je disais tantôt, le marché est devenu un peu fou. Puis, vous autres, comme dirigeants d'entreprise, il faut que vous ayez des stratégies pour y faire face, pour transformer votre organisation et arriver à des solutions pour instaurer une culture forte dans votre entreprise. Donc, comment on va arriver à ça? Bien, la première des choses, le premier concept que je veux vous divulguer, bien, c'est tout ce qui est relié à la stratégie RH. Qu'est-ce que la stratégie RH? Bien, je vais vous l'expliquer assez simplement en 2 minutes. C'est que dans toute stratégie, un peu comme une équipe sportive, on retrouve l'attaque et on retrouve la défensive. L'attaque,
en RH pour une PME ou n'importe quelle entreprise, bien, c'est tout ça. C'est l'attraction de candidats, la marque employeur, faire une bonne sélection, avoir des bons outils, des critères de sélection, des critères d'embauche précis, faire un bon accueil puis une bonne intégration de nos gens. Ensuite, au niveau de la défensive, bien, c'est tout ce qui touche finalement l'expérience employée. Finalement, faire vivre la culture, retenir nos gens, faire en sorte qu'ils soient engagés, mobilisés, responsables, qu'ils aient du plaisir au travail. Puis, quand on est bon dans les deux, à l'attaque et à la défensive, bien, on a une entreprise qui se gère un petit peu plus toute seule. Donc, la direction est de plus en plus libérée des opérations. Puis c'est ça, pour moi, la stratégie RH qui est fondamentale, c'est de faire en sorte que la direction, là, vous autres, comme propriétaires d'entreprise, chaque minute que vous passez dans les opérations, c'est nocif pour votre business. Il faut que vous soyez dans le stratégique puis dans ce qui est important pour vous, ce que vous avez de la valeur. Donc, je connais beaucoup d'entreprises qui sont très fortes à l'attaque puis qui ne sont pas bonnes à la défensive. Fait que ce que ça fait, c'est qu'ils sont toujours à recommencer parce qu'ils perdent leurs employés. Il y a du roulement. Tandis qu'il y a beaucoup de business qui sont pourris à l'attaque puis qui sont très fortes à la défensive. Fait que ce que ça fait, selon moi, c'est pire parce que là, on engage le mauvais monde puis on le garde longtemps. Donc, c'est pas ça qu'on veut non plus. Ce qu'on veut, c'est d'être fort dans les deux aspects. Et c'est là qu'une entreprise comme la mienne, Soluflex et mon équipe, vient aider pour analyser l'aspect d'attaque, l'aspect de défense et vient améliorer le tout. C'est sûr que l'aspect défensif, dans ma tête à moi, a plus d'importance parce que quand on crée une culture d'entreprise forte, que les gens, les employés vivent une expérience employée intéressante, puis ça, c'est la définition finalement d'une... en fait, les avantages d'avoir une bonne culture d'entreprise, ce que ça crée, bien, c'est ça, c'est que ça crée ça crée des histoires qu'on peut publier sur LinkedIn, puis qu'on peut envoyer dans le marché, puis qu'on peut divulguer comme étant « Wow, c'est cool de travailler dans mon entreprise, voici des belles histoires d'employés », puis eux autres vont parler positivement de ça à leur famille, à leurs amis, à leurs cousins, cousines, puis ce qui fait en sorte que surtout, je vous dirais, dans des petites régions, comme si on arrive à Drummondville, à Saint-Hyacinthe, à Victoriaville, même Sherbrooke, là, c'est des petites villes, des petites régions, puis c'est pas long que le message se passe, que dans cette entreprise-là, c'est tout croche, il y a du roulement, les boss ils communiquent pas bien, etc., ce qui fait en sorte que on se retrouve à avoir une mauvaise réputation dans notre petit marché. Puis les employés, bien, ont pu... en fait, c'est ça, on a de la difficulté à attirer des gens. Donc, notre attaque est déficiente parce que notre défensive est déficiente. Tiens, je vais revenir à la slide précédente. Comment je fais? Oui, OK. En fait, c'est quoi la culture d'entreprise? Je vous l'explique en deux mots. Finalement, c'est qu'est-ce que les employés, les fournisseurs, les clients ressentent au contact de votre organisation. C'est ça, finalement, la culture d'entreprise. Puis les avantages d'avoir une bonne culture, c'est ça, c'est d'avoir un bon sentiment d'appartenance. On augmente l'efficacité organisationnelle parce que tout le monde a le goût de se donner puis de mettre plus d'énergie pour la réussite de l'entreprise. Nos attentes sont claires, donc les gens sont plus performants. On est reconnu comme un employeur de choix, donc on attire plus de monde. Les clients sont plus fidèles et plus confiants. Les employés réfèrent, comme je disais tantôt, des amis, des collègues, de la famille. Il y a une diminution de roulement, puis il y a des coûts importants reliés au roulement d'employés. Je ne sais pas si vous avez déjà calculé combien ça coûte quand un employé quitte, mais je peux vous garantir que c'est environ une fois le salaire annuel de l'employé qui a décidé de quitter. Parce que cette personne-là, en s'en allant, bien, était déjà productive à 100 % puis la nouvelle personne qu'on engage, il faut la former, il faut mettre des gens pour la former, puis avant qu'elle devienne aussi productive que l'autre qui vient de quitter, bien, il y a toute une perte de productivité, il y a des erreurs supplémentaires qui se font, il y a un impact collatéral sur tous les autres employés parce qu'eux doivent mettre plus d'énergie, plus d'efforts. Il y a une fatigue, un écœurantite aigu à former continuellement des gens.
Donc, tout ça, là, c'est caché. Ça n'apparaîtra pas dans vos chiffres comptables, mais c'est des dépenses et des investissements réels qu'il faut éviter. Donc, ça, c'est finalement la culture d'entreprise. Maintenant, comment on arrive à ça? Bien, je vais vous amener quelques pistes de solutions pour renforcer la culture, surtout en mode télétravail ou en mode COVID, on va dire. Premièrement, bien, c'est fondamental d'avoir une mission inspirante. La nouvelle génération, comme la vieille génération, ont besoin d'être inspirés par votre mission d'entreprise. Ils ont besoin de savoir pourquoi je fais ça dans la vie. Vous l'avez entendu, la mission de Soluflex tantôt, ce n'est pas juste de faire des RH, c'est d'aider des enfants à voir leurs parents plus souvent. C'est d'aider des dirigeants d'entreprise à avoir une meilleure qualité de vie. C'est super inspirant. Si je donne l'exemple d'IKEA, créer une vie quotidienne meilleure pour le plus grand nombre. Ce n'est pas de vendre des meubles, IKEA, leur mission. C'est ça, tu sais. Oups, y a-t-il moyen de... OK, voilà. Notre mission est Sweetgreen. Bien, Sweetgreen, c'est un organisme communautaire qui aide, Notre mission est d'inspirer des communautés plus saines en connectant les gens à de la vraie nourriture. Prédit dans leur cas. Puis Prédit, by the way, c'est le logiciel que j'utilise aujourd'hui pour ma présentation qui fait des zoom out, zoom in. C'est de réinventer la manière dont les gens partagent leurs connaissances, racontent des histoires et incitent leur public à agir. Donc, comme vous voyez, quand on a des missions inspirantes comme ça, bien, les gens ont tendance à plus se coller à nous autres. L'autre chose par rapport à la culture d'entreprise, attendez un petit peu, c'est, moi je pense que, voilà, OK, c'est d'aller avec vos employés, de leur offrir des objectifs clairs. Ce que les gens aiment dans votre entreprise, c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va, tout le monde ensemble. C'est quoi, moi, ma responsabilité, mon rôle là-dedans? Comment je vais faire pour contribuer à ce que l'entreprise atteigne ses objectifs? Fait que si j'ai mis un exemple là, dans la présentation, ce qu'on veut, premièrement, c'est d'identifier, vous autres comme propriétaires de business, il faut que vous ayez identifié clairement c'est quoi les 2-3 grands objectifs que j'aimerais atteindre cette année. Puis oui, les objectifs financiers, c'est correct de les partager. Je connais beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont un peu une crainte de partager les objectifs financiers puis de dire oui, on veut avoir une profitabilité. Bien, moi, ma question, quand je présente ces choses-là aux employés chez nos différents clients, c'est bien, en quoi c'est important, selon vous, qu'une entreprise soit profitable? Puis quand vous posez la question à vos employés, vous allez voir qu'ils comprennent pourquoi c'est important de faire du profit. Parce qu'une entreprise qui a du profit peut réinvestir dans de l'équipement plus intéressant, peut offrir des augmentations de salaire, peut aller plus loin, développer et grossir. Et par la suite, bien, comment on procède à ça? Bien, c'est qu'on s'assoit avec les directeurs ou les chefs d'équipe de chaque département, puis on demande à ces gens-là de se donner des objectifs qui sont directement alignés avec ceux de la direction. Puis après ça, on s'assoit avec les employés, puis tous les employés ensemble vont se donner des objectifs qui sont alignés avec ceux du département, puis qui sont alignés avec ceux de la direction, mais tout le monde voit les objectifs de tout ça. Fait que tout le monde comprend c'est quoi mon rôle là-dedans, puis qu'est-ce que je vais apporter. Puis ce qui est le fun, c'est que là, ça crée un engagement supplémentaire, puis ça enlève un poids énorme sur les épaules de la haute direction, parce que chacun prend en charge ses responsabilités de façon plus claire et plus précise. L'autre chose que vous pouvez et que vous devez mettre en place dans un contexte comme celui-là, c'est d'augmenter la fréquence des communications. Donc, procéder à un sondage de satisfaction. Comme je vous disais, même si on est à distance, même si on est présentiel, il y a un stress accumulé là, avec la COVID, puis il y a peut-être des gens qui le gardent en dedans. Donc, c'est important d'aller diagnostiquer, de demander à nos employés qu'est-ce que vous aimez de l'entreprise, qu'est-ce que vous aimez moins, puis par la suite, sur les aspects qu'on aime moins, de faire un focus group avec ces gens-là pour demander bien, c'est quoi les idées d'amélioration que vous aimeriez mettre en place. Puis basé sur ces idées-là, bien, on bâtit un plan de match. Donc ça, c'est un très bon truc de procéder par un sondage. L'autre chose, féliciter les bons coups régulièrement. Puis les bons coups, là,
en fait, il faut qu'il soit relié à quelque chose. Vous autres, comme propriétaire d'entreprise, posez-vous la question, mon meilleur employé, là, le top du top, quels sont les comportements au quotidien qui me font dire « Wow, lui, il est bon ». Puis quand vous allez avoir identifié ça, bien, vous allez remarquer quelque chose, c'est que c'est toujours relié à vos valeurs fondamentales dans votre cœur d'entrepreneur. Puis ces valeurs-là, c'est important de les identifier. Puis habituellement, on en a 4 ou 5, que ça, c'est des non négociables. Puis après ça, de venir définir clairement c'est quoi les attentes, les comportements qui sont associés à ces valeurs-là. Et par la suite, offrir à vos employés cette description-là, puis à vos gestionnaires de premier niveau, pour qu'on observe les comportements qui sont associés à vos valeurs. Puis c'est ça les bons coups qu'on va venir solliciter, solidifier. Donc ça va venir renforcer votre culture d'entreprise parce que, puis même il y a nos clients qui créent des concours mensuels basés sur une valeur. On dit, bien, mettons, ce mois-ci, c'est le mois du travail d'équipe. Fait que, faites des initiatives de travail d'équipe, puis on va faire un concours, on va faire tirer des cartes cadeaux sur, exemple, les meilleurs comportements reliés à notre valeur de travail d'équipe pendant le mois. Puis là, le mois suivant, bien, vous changez de valeur, puis ça roule comme ça dans l'année. Fait que ça peut être une bonne idée. L'autre chose, c'est d'augmenter la fréquence des rencontres. Faites des rencontres hebdomadaires. Chaque semaine, un petit 10 minutes. Une demi-heure, 45 minutes avec toute l'équipe. Puis, ce que vous pouvez faire également, c'est ce qu'on appelle un breakout room. Fait que même en visioconférence, avec l'application Zoom, là, il y a moyen de créer des breakout rooms, donc des chambres où là, on va retrouver peut-être juste 4 à 5 personnes, puis là, on va se parler de notre fin de semaine pendant 10 minutes. Puis après ça, on revient, tout le monde ensemble pendant la rencontre. L'autre idée, bien, faire, évidemment, si vous ne le faites pas déjà, des rencontres trimestrielles d'équipe. Donc, à tous les trimestres, au moins une fois par 3 mois, de présenter les chiffres, présenter les bons coups de toute l'équipe, les moins bons coups, les défis qui s'en viennent, donc les informer continuellement. Et l'autre truc que je peux vous donner, c'est le manuel d'employé version mobile. Donc, Soluflex, on a développé tout dernièrement, tiens, je vais vous montrer, une application téléphonique comme celle-ci, où là, ça, c'est le manuel d'employé de Soluflex. Bien, vous pourriez avoir le même chez vous et vos employés ont accès à toutes les politiques, les procédures de l'entreprise. Ici, on a la section débuter. Donc, un nouvel employé qui arrive chez nous va lire les différentes politiques qui sont là-dedans, comme ici, on a le mot de bienvenue du président avec les valeurs, etc. On va retrouver là-dessus également un aspect de nouveauté. Donc, si on a un nouvel employé, bien, on va mettre sa photo, puis on va dire, bien, venez inviter, saluer notre nouveau collègue. Et on va pouvoir venir inscrire également des événements. Donc, le party de Noël va se retrouver à tel endroit et tout ça. On peut même insérer des vidéos de formation ou, dans notre cas, bien, tiens, on a mis une vidéo du party de Noël. Et on retrouve évidemment bien, toutes les politiques et les procédures de l'entreprise là-dedans. Donc, ça devient finalement le vieux manuel d'employé papier est terminé. C'est la nouvelle version, puis ça crée en fait ce sentiment d'appartenance-là. Donc, ça, c'est un autre truc. Et évidemment, il faut avoir du fun au travail, continuer d'avoir du fun avec vos collègues, même à distance. Donc, offrir un guide des bonnes habitudes à prendre en télétravail. Vous pouvez faire un concours mensuel, comme j'expliquais tantôt, relié aux valeurs de votre organisation, faire des 5 à 7 virtuels. Vous pouvez faire livrer des lunchs ou des cadeaux à domicile. Vous pouvez faire des activités physiques dans un parc avec votre gang, à distance, évidemment. Mais faites des activités, soyez créatifs. Même si on n'est pas toujours bon à communiquer, bien, en ce moment, là, c'est vraiment le temps de se forcer là-dessus puis de mettre des énergies. Donc, je vais terminer là-dessus en vous disant, bien, la stratégie RH de nos jours, avec tout le contexte actuel, c'est une des façons de s'en sortir. Puis, sur notre site web, au soluflex.net, je vous invite à le taper peut-être tout de suite sur votre téléphone, mais n'allez pas le faire tout de suite, là, attendez qu'on termine. Il y a le diagnostic de vos stratégies RH. C'est 10 questions rapides. Vous allez pouvoir savoir avec un score approximatif sur quels aspects de votre stratégie vous devriez travailler d'ici la fin de l'année.
Donc, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous invite à poser toutes vos questions. Merci beaucoup, Étienne. C'était vraiment très intéressant. Alors, je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Sinon, comme tout à l'heure, moi, j'ai plein de questions. Donc, allez, je vais briser la glace comme tantôt pour vous laisser le temps d'écrire vos questions dans le chat. Vraiment, n'hésitez pas à partager. Étienne est là pour ça. Donc, Étienne, ma première question, c'est tout à l'heure, tu as parlé d'un diagnostic pour la satisfaction des employés. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne, comment on s'y prend? Oui, absolument. Le diagnostic, comme j'expliquais tantôt, la première étape, c'est vraiment d'aller créer, développer une statistique sur le taux d'engagement dans l'entreprise. Donc, à savoir, justement, quel pourcentage de satisfaction les employés ont aujourd'hui. Puis, ce ne sont pas des questions, ce sont des énoncés qu'on va poser aux employés du type est-ce que je reçois suffisamment de feedback de mon gestionnaire? Pas du tout, plutôt, non, excusez, je reçois suffisamment de feedback de mon gestionnaire, donc pas du tout d'accord, pas d'accord, tout à fait en accord ou d'accord. Donc, on a 4 niveaux et on va savoir si les employés sont plus du côté négatif par rapport à ça ou du côté positif. Et par la suite, tous les éléments de ce questionnaire-là qui ressortent plus négativement, ce qu'on veut, c'est pas d'écouter du chiolage, mais c'est de mettre les employés en mode solution. Donc, on va récupérer ces éléments d'information-là, puis on va aller créer des focus groups. Donc, on va rencontrer des groupes de 10 à 12 personnes. On va mélanger ces gens-là. On n'invitera pas la direction là-dedans parce qu'on veut que ce soit anonyme et confidentiel. Et on va vraiment approfondir sur des idées de solutions avec eux. Par la suite, on s'assoit avec la direction, puis là, on dresse la liste de toutes les idées, suggestions qui ont été émises. Et puis là, on décide. Est-ce que oui, on fait le changement? Et si oui, bien, on va mettre une personne responsable avec un échéancier. Et si on ne le fait pas, bien, au moins, on explique aux gens pourquoi on ne peut pas mettre en application cette nouvelle idée-là. Donc, ce que ça crée finalement en bout de ligne, c'est que ça crée, on vient vider un peu la soupape, là, parce que les gens ont eu le moyen de dire ce qui ne fait pas leur affaire. Et par la suite, bien, on a vraiment une statistique claire et un plan d'action clair et engageant, parce que si les idées viennent des employés, bien, évidemment, il y a plus de chances qu'ils acceptent ce changement-là parce que c'est eux qui ont amené les idées. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Merci, Étienne, pour cette réponse très claire. Alors, tu as des commentaires comme quoi c'était clair et pertinent, et effectivement, c'est le cas, donc merci pour ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais en poser une autre tant que je suis lancée. On parlait beaucoup de stratégie RH, puis souvent, il y a beaucoup de questions liées au salaire. Je me demandais, c'est quoi le lien entre le salaire et l'attraction et la rétention des employés? Bien, c'est une bonne question. En fait, le salaire, la stratégie salariale, on va l'appeler comme ça, a un impact immense sur l'attraction des employés. Ça passe, en fait, il y a eu des statistiques qui ont été compilées par le HEC sur justement les critères qui vont attirer les candidats dans notre entreprise. Et le salaire, dans ce cas-ci, arrive en premier. Et par la suite, il y a les autres conditions, les collègues de travail, justement la culture d'entreprise et tout ça qui vient en ligne de compte pour attirer des gens. Et pour les retenir, le salaire passe en 4e ou 5e position. Parce que oui, c'est important. Il faut toujours être à peu près aligné avec le marché parce que si l'employé se fait offrir un salaire de 15-20 000 de plus par année dans une autre entreprise, il y a des bonnes chances qu'il réfléchisse à 2 fois. Toutefois, l'élément qui vient le plus impacter la rétention, bien, c'est l'ambiance de travail, c'est justement le style de gestion. Il y a une expression qui dit « Je suis engagé dans une entreprise, mais je quitte mon supérieur immédiat ». Puis ça, c'est tellement vrai. Puis la notion salariale, c'est comment je pourrais bien dire, un sujet très large, mais il faut la réfléchir. Et de nos jours, avec l'évolution si rapide du marché au niveau salarial, bien, il faut se positionner peut-être même un petit peu en haut du marché en sachant que le marché va nous rattraper tôt ou tard, là.
Donc, puis comment faire quand on a déjà du retard auprès de nos employés au niveau du marché? Bien, il y a des stratégies pour y arriver. Donc, il y a moyen d'aller faire une étude salariale dans le marché, de regarder où est-ce qu'on se positionne, puis dans nos employés, qui est en dessous, qui est dans le marché, puis qui est au-dessus du marché, puis après ça, avoir une stratégie pour ramener tranquillement ceux qui ont du retard avec un plan, puis évidemment un petit budget qu'on accorde à ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais si vous avez plus de questions à ce niveau-là, ça va me faire plaisir de faire une rencontre individuelle avec vous autres. Parfait, merci Étienne. Alors Alain vient de mettre justement le lien pour le diagnostic dans le chat, donc n'hésitez pas à aller faire votre diagnostic en ligne. Et est-ce que Étienne, tu es ouvert à partager la présentation si les gens t'écrivent? Absolument. Eh bien, parfait. Alors, on va vous mettre dans le chat également le courriel d'Étienne, comme ça, pour ceux qui sont intéressés à recevoir la présentation, ou si vous avez des questions complémentaires, vous pourrez entrer directement en contact avec Étienne. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier tous les deux, mes deux panélistes de la journée, donc Louis-Philippe et Étienne. Merci. Louis-Philippe, qu'est-ce que tu as pensé le lien avec la stratégie RH par rapport à LinkedIn? Je trouvais ça super intéressant, surtout quand tu discutais du côté culture d'entreprise, puis que les employés, il faut qu'ils comprennent bien aussi, qu'il faut qu'on les sente fiers, puis contents de travailler avec l'entreprise. Puis je vois beaucoup de parallèles qu'on peut faire justement avec LinkedIn. Les gens cherchent souvent la publication. Qu'est-ce que je publie et pourquoi est-ce que c'est visé pour moi? Bien, justement, parler de son entreprise, la mettre de l'avant, c'est ce qui va faire en sorte que je pense que tout ce que le côté communicationnel inter-entreprise, il va avoir un renforcement. Puis je pense que c'est ce qui va faire en sorte aussi que ça va être du contenu qui est assez facile à publier parce que on en est fier. Puis pourquoi pas le partager aux autres personnes dans son réseau, tu sais. Définitivement. Oui. Puis toi, Étienne, LinkedIn, ça fait partie de votre stratégie chez Soluflex? Oui, bien effectivement, on travaille avec V3 Stent du côté du développement des affaires et du côté également de développement de recherche de partenaires franchisés parce que, comme je le disais au tout début, Soluflex a développé un concept de franchise. Donc, on voit vraiment un impact direct. Ça crée du mouvement, ça crée une dynamique où il y a des discussions avec des gens, puis c'est super intéressant. Là. Oui, c'est un bel outil, effectivement. Puis pour la recherche, évidemment, la recherche d'employés, c'est notre outil principal au niveau du recrutement chez Soluflex pour nos différents clients. C'est là qu'on va créer le plus de... Parce que les gens, comme j'expliquais tantôt, n'envoient plus leur CV ou presque plus. Donc, il faut aller avoir des discussions avec certaines personnes, puis LinkedIn, c'est le meilleur moyen pour y arriver. Eh bien, parfait. Encore un grand merci à tous les deux. Vous recevez plein de très beaux commentaires dans le chat. Je pense que tout le monde a apprécié cette présentation, ce dîner causerie. Donc, encore merci à tous les deux d'avoir participé. Juste pour terminer, pour vous dire un mot sur OStudio. Donc, nous, justement, notre mission, c'est de permettre que les gens se connectent autrement. Donc, en ce moment, c'était adapté, comme vous pouvez le voir, pour proposer nos événements en virtuel. Bientôt, on va pouvoir les reprendre en présentiel. Si les gens sont prêts, on va voir un petit peu les tendances. Je serais intéressée d'en discuter avec vous aussi. Peut-être qu'on va voir un mix aussi des solutions entre le virtuel, qui est quand même pratique, puis le présentiel, où ça va quand même faire du bien de se revoir. Donc, en tout cas, nous, au studio, on organise des événements singuliers pour répondre à tous les besoins de connexion, plus au niveau des entreprises finalement. Puis on organise aussi nos propres événements. Alors n'hésitez pas aussi à aller voir notre site web si vous voulez en savoir plus. Donc à nouveau, un grand merci d'avoir été avec nous ce midi. On vous souhaite une très belle suite de journée et puis on vous dit à bientôt.